Visionnaire. Il tirait les ficelles. Personne ne bougeait le petit doigt sans sa bénédiction. Il a créé un véritable empire. La Nation unie des Bloods. C'est à Los Angeles qu'il a tout appris des Bloods. Il a cherché à développer le concept. Des Bloods et des Crips à New York? C'est du délire absolu. Il a pris un concept de la côte ouest pour en faire une marque de renommée nationale. C'est un individu extrêmement violent. Il n'a aucun respect pour la vie humaine. Aucun crime ne leur faisait peur. Violence avec armes. Trafic de stupéfiants, braquage, meurtre et tentative de meurtre. Usage d'armes à feu, mutilation à l'arme blanche. Si t'essaies de nous doubler, t'auras une cicatrice à vie. L'organisation s'est littéralement répandue comme une traînée de poudre. Pour leur couper la tête, il nous fallait le chef. On savait où ils dormaient, où vivaient leurs copines, leurs familles. L'objectif était d'interpeller tous les mis en examen en simultané. Et là, Tout a été mis en stand-by. Aujourd'hui, dans Les Diables de l'Amérique, la saga d'Omar Porti dit O.J. Mac, le gangster ambitieux. Octobre 1995, à Washington. Des centaines de milliers de manifestants envahissent les rues de la capitale pour la Million Man March, ou jour de l'expiation. Un des organisateurs de ce mouvement pour les droits civiques est un ancien assistant du révérend Martin Luther King. Benjamin Chevis Jr. fait partie de ces leaders du mouvement qui veut que la question afro-américaine soit mise au centre du débat politique national. À cette époque, le nombre de morts violentes parmi les hommes afro-américains est 8 fois plus élevé que chez les hommes de type caucasien. L'année suivante, les adolescents afro-américains qui ont quitté le lycée sont plus nombreux en prison qu'à avoir trouvé un emploi. Ils sont des centaines dans l'enceinte de la prison de Rikers Island. Ce sont des prisons comme on les pensait à l'époque, sur des îles séparées de la population. Rikers est au large de New York et abrite un immense pénitencier. Et à cette époque, on dénombrait 9 ou 10 centres de détention sur l'île. on y entasse certains des pires criminels de New York. Des meurtriers, des violeurs, des braqueurs ou des pyromanes. Les gangs sont très actifs à Rikers. Et les rivalités sont nombreuses entre les Bloods, les Crips, les gangs latinos. C'est une petite ville coupée de l'extérieur par des murailles et les eaux de l'East River. Une sorte d'Alcatraz de la côte Est en version XXL. Dans cette prison, un détenu s'est forgé une nouvelle identité au moment où les gens marchaient à Washington. C'est le parrain de l'UBN, la Nation unie des Bloods. Il s'appelle Omar Porti. On parlait beaucoup de lui en prison. Son vrai nom est Omar Porti, mais tout le monde l'appelle O.J. Mac. O.J. Mac était un criminel de carrière et un individu très violent. Il avait un charisme fou et ses fidèles le vénéraient. Il s'était donné pour mission de les unir. O.J. Mac voyait comment les Afro-Américains étaient maltraités en prison, notamment par les gangs latinos. Ces derniers contrôlaient une grande partie du pénitencier. Les Latin Kings tenaient Rikers. Les Latin Kings se revendiquent le plus ancien et le plus important gang latino au monde. C'est une sorte de fédération de gangs hispaniques. Les Trinitarios sont dominicains, les Nietas sont portoricains. O.J. Mac voyait comment ça se passait avec les Latin Kings. Ils étaient très agressifs. À l'époque, les Latin Kings font la loi au sein du milieu carcéral et sont présents dans les rues de plus de 150 villes des États-Unis.
Quand Omar Porty participe à la création de l'UBN en 1993, c'est entre autres pour riposter face aux Latin Kings. Les Bloods, pour moi, c'est l'unité, la communauté. Et puis ça peut faire un acronyme qui veut dire « garde les yeux ouverts ou crève ». Voilà, c'est ça être un Blood. Ce qui implique aussi la traîtrise, la cupidité, le meurtre et le chaos. Les Bloods sont nés à Los Angeles dans les années 1960, en même temps que les Crips. Ce sont deux des gangs afro-américains les plus importants des États-Unis. C'est Omar Porty qui a importé la philosophie des Bloods à New York à travers l'UBN, la Nation unie des Bloods. Les Bloods et les Latin Kings étaient des ennemis jurés, un peu comme les Montagu et les Capulet. Omar Porty s'engage dans cette guerre quand il est condamné pour vol aggravé avec arme. La tôle, c'est un jeu de pouvoir. Surtout entre les gangs latinos et les noirs. C'est un conflit perpétuel. Les deux camps ne peuvent pas se sentir, déjà parce qu'on n'est pas de la même couleur de peau. Mac a réussi le tour de force d'unifier tous les détenus noirs pour qu'ils s'organisent et répliquent aux agressions des Latin Kings. Un tas de légendes circulaient sur ses origines, mais personne ne savait vraiment d'où il sortait. Ce qu'on savait en revanche, c'est qu'il fichait une pagaille monstre à Rikers. Il commence par revendiquer un territoire en affichant les couleurs de l'UBN. Mac a commencé à grappiller du pouvoir à Rikers en prenant le contrôle des téléphones. Les téléphones n'étaient plus en accès libre. Les Bloods les contrôlaient. Le téléphone, c'est le seul lien, le seul moyen d'avoir accès au monde extérieur pour les prisonniers. Mac en a vite déduit que contrôler ces terminaux téléphoniques était un grand pas vers son projet de prendre le pouvoir sur l'île carcérale. Si tu contrôles les téléphones, tu contrôles ton bloc. Dès 1996, Mac instaure une méthode de répression sauvage envers quiconque ose enfreindre sa loi. Tout commence avec un simple jeton en bois de jeu de société. Il va le tailler et l'affûter pour en faire une arme. Il balafrait les visages. Les coups ne sont pas portés au hasard. Mac s'efforce de trancher la joue de ses victimes, de la commissure des lèvres jusqu'à l'oreille. Il appelait ça un 150, en référence au nombre de points de suture. Puis il s'est mis à encourager ses fidèles à s'armer de couteaux et de lames bricolées dans leurs cellules pour s'en prendre à tous leurs ennemis de cette façon. C'était en quelque sorte la marque de fabrique de l'UBN. Aucune arme n'est tolérée en prison. Mais à Rikers comme ailleurs, les détenus trouvent toujours des moyens d'en confectionner. Ils vont jusqu'à les introduire en prison en les dissimulant dans leur rectum ou en cachant des lames sous la langue. Les actes violents sont très fréquents. En l'espace de quelques semaines, Mac et quelques centaines de ses fidèles prennent progressivement le pouvoir sur un établissement pénitentiaire regroupant 10 000 détenus. Dans la culture des gangs, OG signifie Original Gangster. Quand Mac a fondé l'UBN, il a permis à ses fidèles de passer du statut de proie à celui de prédateur. Et à partir de là, ils se sont mis à rendre la monnaie de leurs pièces aux Latin Kings. Les actes violents se multiplient et la légende Mac grandit. Cette violence va déborder des blocs de la prison de Rikers Island pour se répandre dans les rues de New York. L'organisation s'est littéralement répandue comme une traînée de poudre. Il me semble qu'à une époque, on comptait environ 10 à 15 000 Bloods à New York. C'est difficile à croire. Tout est venu d'un petit voyou de bas étage en prison qui s'est transformé en parrain. My man Mac, he started this, so whoever go against him going against
Omar Porty a 21 ans quand Boys in the Hood, le film coup de poing de John Singleton, sort dans les salles américaines. Il raconte le passage à l'âge adulte d'un jeune garçon de South Central, un quartier de Los Angeles, que le héros va voir progressivement sombrer dans la guerre des gangs. Aujourd'hui, tout le monde sait que les Bloods et les Crips incarnent la culture des gangs à Los Angeles. Ce sont deux symboles, presque des franchises du crime, tendance hip-hop. Leur rivalité est aussi célèbre que la concurrence acharnée que se livrent certaines grandes marques de soda ou de fast-food aux États-Unis. Voilà l'importance et le poids des Bloods et des Crips sur la côte ouest. À la sortie du film en 1991, Omar Porty a déjà quitté son quartier et choisi un autre nom. Il connaît déjà la casse-prison. Il a purgé une peine pour vol à main armée à Rikers Island et il a été relâché. Sa nouvelle identité, elle, est née à l'autre bout du pays. Sa grand-mère l'a élevé dans le Bronx, à New York. Ses parents n'ont jamais été très présents dans sa vie. Et quand il a commencé à donner du fil à retordre à sa grand-mère, cette dernière l'a envoyé vivre chez des proches en Californie. Contrairement à Trey, le héros de Boys in the Hood, le jeune homme ne peut résister à l'appel de la rue. C'est à Los Angeles qu'il s'est fait happer définitivement par la culture des gangs. C'est à Los Angeles qu'il a tout appris des Bloods et qu'il s'est converti à cette mentalité. O.J. Mack va rapporter l'esprit des Bloods chez lui, dans le Bronx. Le gang des Bloods est né à Los Angeles durant les années 1960. Mais en quelques années, il a tellement grandi qu'on le retrouvait dans tout le pays. Au départ, le gang naît d'un simple réflexe de survie. Au départ, les Bloods cherchaient juste à se défendre contre les attaques incessantes des Crips. Les Bloods et les original Crip Homies, comme ils s'appelaient au début, étaient des bandes de jeunes des quartiers défavorisés de South Central. La plupart des membres fondateurs avaient moins de 17 ans. Je m'appelle Matthew Brown, alias Todderbox. Je suis ce qu'on appelle un OG, un Blood de la première heure. J'ai été actif de la fin des années 70 à la fin des années 90. Être triple OG, ou juste OG, c'est plus qu'un titre. Vous êtes OG à vie. On vous appelle comme ça en signe de respect. Vous revendiquez votre appartenance au quartier, à une famille soudée. Au départ, ça n'avait aucune visée mercantile. C'était juste comme ça qu'on gagnait sa crédibilité dans la rue. Dans ces communautés étouffées par la pauvreté et le chômage, l'appartenance à un gang est un moyen de se prémunir contre le racisme généralisé. Mais très vite, les rivalités entre gangs de rue dégénèrent. On était gosses et on traînait juste entre potes. Vous savez, que ce soit à la maison ou dans le quartier, tout semblait partir en vrille autour de nous. Mais ensemble, on se sentait plus fort, unis et forts. On se serrait toujours les coudes. Si les frangins de la rue d'à côté manquaient de bras, on allait leur filer un coup de main. Fallait protéger le quartier, coûte que coûte. En 1978, on dénombre environ 45 bandes prêtant allégeance aux Crips, contre une quinzaine de groupes affiliés aux Bloods. Les bandes se sont mises à fusionner pour faire face aux Crips, qui étaient plus nombreux que nous. À 3 contre 1, les Bloods se sont taillés une réputation de bande sans pitié pour survivre. Les Bloods se sont engagés dans le trafic de stupéfiants, les braquages, les meurtres et tentatives de meurtre. Ce qui les différenciait, c'était le degré de violence avec lequel ils traitaient les gangs rivaux. Une branche armée des Bloods adopte même le surnom de CK pour Crips Killer ou tueur de Crips. Quand vous rejoignez le gang, c'est pour la vie. On a dû renforcer la culture Blood pour contrer l'agressivité des Crips à notre égard. En 1991, l'année de la sortie du film Boys in the Hood, 2 ans plus tard, les Bloods se sont engagés dans le trafic de stupéfiants, les braquages, les meurtres et tentatives de meurtre.
Pas moins de 771 morts violentes sont liées aux gangs de Los Angeles. À cette époque, Omar Porti habite la Cité des Anges et s'imprègne de cette culture au contact des Bloods. Un an après que sa grand-mère l'a envoyé en Californie, il décide de rentrer chez lui, dans le Bronx. Il tente d'assassiner le membre d'un gang concurrent du sien. Dorénavant, la mentalité et le mode de vie des gangs de rue font partie intégrante de lui. C'est dans son ADN. Omar Porti avait côtoyé les Bloods originels chez eux, en Californie du Sud. Quand il est rentré à New York, il a cherché à développer le concept pour en faire une espèce de marque déclinable à plus grande échelle. Il a pris un concept de la côte ouest pour en faire une marque de renommée nationale. Il démarre au niveau de son quartier et forme les membres de son gang, les 1-8 Trey. Son territoire s'étend à la 183e rue, dans le Bronx. Omar Porti se livrait à des activités criminelles au sein du gang des 1-8 Trey. Le nom lui vient peut-être de son séjour à South Central et d'un des groupes historiques de Crips des années 1970, les 8 Trey. Sur la côte ouest, vous êtes d'office membre d'un gang si vos parents le sont déjà, et cette idée lui plaisait. Aussi fou que ça puisse paraître, certains jeunes veulent tellement faire partie de quelque chose qu'ils sont prêts à tout. C'est notre instinct tribal qui veut ça. Mais cette première tentative d'établir la nation Blood va tourner court. À peine rentré chez lui à New York, Omar Porti est arrêté pour port d'armes illicites. Retour à la casse-prison en 1993. Pas n'importe quelle prison, puisqu'il retourne à Rikers Island. Quand il débarque à Rikers Island, il voit que la plupart des gangs hispaniques ont plus ou moins fusionné sous la bannière des Latin Kings, qui contrôlent la prison. Les Latin Kings avaient plus de monde et plus de pouvoir à l'intérieur de la prison. Les prisonniers noirs étaient dépassés. Du côté des gangs afro-américains, c'était plus cloisonné. Ça manquait d'unité. Omar Porti s'est accoquiné avec Leonard Mackenzie, un gangster de Brooklyn surnommé Deadeye. Et il a réussi à le convaincre qu'en rassemblant tous ces criminels et ces voyous afro-américains sous une seule bannière, il pouvait créer une super entité dotée d'une puissance de frappe bien plus importante. Il reprend son idée initiale de faire naître une antenne des Bloods sur la côte Est. Il va ainsi créer un véritable empire dans l'enceinte de la prison de Rikers Island. Il a transposé nos méthodes et il les a imposées. Il voulait que ça fonctionne pareil chez lui que chez nous. C'est comme ça que les gangs de New York se sont affiliés aux Bloods. En 1988, dans le Bronx, Omar Porti a 19 ans et est poursuivi pour vol à main armée. Alors qu'il attend de connaître son sort, un film presque prémonitoire sort dans les salles. Colors, de Dennis Hopper, met en scène Sean Penn et Robert Duvall dans la peau d'officiers de police de Los Angeles. Ces derniers naviguent dans les bas-fonds du quartier de South Central où deux couleurs dominent, le bleu et le rouge. Les Bloods et les Crips sont des gangs majoritairement afro-américains. On les identifie assez facilement. Les Bloods portent toujours des tenues rouges, alors que les Crips, eux, adoptent la couleur bleue. Après un séjour dans la prison de Rikers Island sur l'île au large de New York, Omar Porti est parti vivre en Californie, où il a plongé dans cet univers manichéen. Omar Porti était un visionnaire, un pionnier même. Il a pris le modèle des Bloods de la côte ouest et à bien des égards, il en a amélioré le concept sur la côte est. Il en a fait une organisation bien mieux structurée et il a trouvé la clé d'un des plus vieux adages des milieux criminels qui dit que pour contrôler l'extérieur, il faut d'abord dominer à l'intérieur. Durant l'été 1993, Omar Porti change de nom. À présent, il se fait appeler OG Mac.
Quand on vous appelle OG, pour Original Gangster, c'est soit que vous avez participé à la fondation d'un gang, ou alors vous avez rassemblé beaucoup de gens. Ou bien vous êtes un mec qui gère son business et qui se laisse pas bousculer. Vous êtes un OG, on vous respecte. Pendant qu'il était à Rikers Island, OG Mac a créé l'UBN, le gang de la nation Blood. Là-bas, il s'est mis en cheville avec un gangster de Brooklyn, Leonard Mackenzie, dit Deadeye. Il lui a vendu une idée toute bête, l'union fait la force. Le surnom de Leonard Mackenzie, Deadeye, fait référence à son œil vitreux, stigmate d'une vie entière menée dans le monde sinistre du crime. Celui qu'on appelait Deadeye était membre du gang de Brooklyn, les G-Shine. À 25 ans, Leonard Mackenzie a déjà 11 arrestations à son actif, dont 3 pour braquage, 2 pour violence, 1 pour possession d'armes et une autre pour homicide. Omar Porty est devenu OG Mac et Leonard Mackenzie OG Deadeye. Ensemble, ils se sont autoproclamés grands ordonnateurs de l'UBN, la nation unie des Bloods. Et ils ont réussi le coup de maître de rallier sous cette bannière rouge unique des dizaines de bandes criminelles composées d'Afro-Américains qui croupissaient ça et là dans le système pénitentiaire new-yorkais. La date de naissance officielle de l'UBN est le 16 juillet 1993, quand les 2 cofondateurs lancent un appel de ralliement dans le bloc G73 de Rikers Island. OG Mac explique alors à tous ces gangsters qui passaient leur temps à se faire la guerre qu'ensemble, ils seront capables d'accomplir de véritables miracles. Il lance un appel à l'union sacrée. Ensuite, il va rédiger ce qui est devenu la Bible de l'UBN. Il édifie certaines règles spécifiques aux Bloods en 31 points. Le livre de la loi d'OG Mac s'intitule « Les 31 ». Il y égrène une somme de commandements comme « pas de mouchards, pas de violeurs » ou encore « les affaires de l'UBN ne regardent que l'UBN ». Une fois l'acte fondateur accompli, le gang remodèle son environnement. Il noue un bandana rouge autour de chaque téléphone. Il contrôlait les postes, donc il fallait payer pour y accéder. Ceux qui défiaient la règle étaient pris pour cible et finissaient le visage mutilé. C'était un moyen de faire passer le message. Si t'essaies de nous doubler, c'est le tarif. T'auras une cicatrice à vie. C'était pour que les choses soient claires. Il ne fallait pas les défier. Les auteurs des attaques finissent dans un bloc disciplinaire à part. Ils avaient même donné un nom au trou, la guigne, comme la cerise rouge. Entre eux, ils se surnommaient Dogs, D-A-W-G. OG Mac aimait lâcher sa meute de chiens sur ses ennemis quand il tentait d'accéder au téléphone. À l'époque, les tatouages de gang étaient interdits. Alors il se marquait 3 points sur l'épaule à l'aide d'une cigarette pour représenter une patte de chien. Cette marque signale l'appartenance de certains membres du gang à une colonne secrète au sein du pénitencier de Rikers Island. Le rouge a tout envahi. L'UBN a pris le pouvoir sur les Latin Kings. Et puis l'influence du gang n'a fait qu'augmenter. Ils avaient mis au point des modes de communication très habiles. Par exemple, quand ils étaient dans la cour, sous la surveillance des gardes évidemment, ils utilisaient un langage des signes bien à eux pour que personne d'autre ne devine s'ils mijotaient un sale coup du genre s'attaquer à un gang rival ou se venger d'un maton. À Rikers Island, les crimes violents ont subitement augmenté, entailles, coups de couteau. En 1994, après 18 mois d'existence de l'UBN à Rikers Island, 1100 agressions à l'arme blanche ont été perpétrées dans la prison. La rumeur passe les murailles du pénitencier et le nom de l'UBN se met à résonner dans les rues de New York. C'est arrivé dès que certains prisonniers ont quitté la prison après avoir purgé leur peine. Il voulait des troupes nombreuses, comme un dictateur qui rêve de légion. Et il a été servi. Ils ont commencé à recruter.
Si vous m'aviez parlé de Bloods et de Crips à New York au début de ma carrière dans la police 15 ans plus tôt, je vous aurais ri au nez. Tous ces gangs de dealers et de voyous, il a commencé à les répartir sur des territoires en instaurant une hiérarchie militaire, avec des grades. Une nouvelle armée est née, l'armée rouge de l'UBN, placée sous le commandement suprême d'O.J. Mack, qui dirige tout depuis sa cellule à Rikers, jusqu'au jour où il est libéré. Quand il entre en prison en 1993, Omar Porty est un voyou récidiviste. Il en ressort 6 ans plus tard dans la peau d'un autre homme nommé O.J. Mack, gangster respecté et redouté à la tête d'un gang puissant, la Nation Blood. Quand il sort de prison, il s'empresse d'étendre la notoriété de son gang en faisant de l'UBN un objet de marketing tout aussi attractif que terrifiant. J'ai tendance à dire qu'il a agi en véritable politicien, en criminel doublé d'un politicien. Il retourne vite dans le Bronx pour diriger son gang basé dans la 183e rue, les 1-8 Trays. Quand il revient dans le Bronx, O.J. Mack a l'idée d'emporter un caméscope avec lui pour filmer ses rencontres dans la rue. Il veut séparer le grain de l'ivraie. Il cherche à distinguer les vrais Bloods des faux pour solidifier sa nation Blood. Il interroge les bandes et pose des questions auxquelles seuls les vrais Bloods connaissent la réponse. Il les cuisine notamment sur sa Bible de 31 lois qu'il a rédigée en prison en fondant l'UBN. À force de mettre ses interlocuteurs en défaut, les conflits ont émergé. Si les gens répondaient à côté, il les rangeait dans la case des usurpateurs, des faux Bloods, puis il les donnait en pâture à ses soldats. Les OG ou des membres de gangs affiliés débarquaient et quick, une balafre au visage, c'était le tarif. Toute la ville de New York a été touchée. Après avoir imposé la loi des Bloods dans la prison de Rikers, il conquiert le Bronx et plus encore. O.J. Mack a fondé un empire et il ne lui a fallu que quelques années pour y arriver. La graine a germé très vite et poussé très haut. Il avait une vision et il l'a concrétisée pour ainsi dire en un clin d'œil. Ça en dit long sur ses qualités de chef de gang, mais aussi comme individu fédérateur. Il savait rassembler les gens autour de lui. Comme à Rikers, il lève une armée de fidèles. Il les invite à rejoindre une famille puissante et soudée. Dès qu'il est sorti de prison, O.J. Mack a exigé des membres de son gang qu'ils s'attaquent à des gangs rivaux. Commettre des crimes pour se faire accepter dans un gang est un rite assez répandu. Outre les faux Bloods pris pour cible, ces sbires s'en prennent aussi à des civils. Ils menaçaient les gens avec une arme pour les voler. Ils braquaient des boutiques ou les caissiers des parkings du Bronx. C'était comme ça qu'un novice gagnait ses galons et devenait membre des Bloods. Commettre un crime ne suffit pas. Le nouveau membre doit aussi endurer un passage à tabac. Le novice devait affronter plusieurs Bloods et tenir 31 secondes sous une pluie de coups de poing et de coups de pied. Ils appellent ça Blood in, Blood out. Autrement dit, fais couler le sang pour rejoindre les rangs. Le tien doit couler si tu veux t'en aller. Pour quitter le gang, il fallait qu'un membre fasse couler votre sang, donc vous tue. Chaque nouvel affranchi devait acheter le livre des 31 commandements du Code des Bloods. La Bible de l'UBN est l'œuvre d'O.J. Mack. Ses fidèles la considèrent comme un texte sacré. C'est ainsi que l'Évangile selon O.J. Mack et la parole de l'UBN se sont répandus, d'abord à tout le Bronx, puis aux 5 quartiers de New York. Et très vite, il y a beaucoup de ralliements aux gangs des 1-8 Trays dans le Bronx, puis dans toute la ville.
Les infâmes balafres 150 se multiplient. Les nouveaux membres arborent les tatouages aux couleurs de l'UBN, parmi lesquels un pentacle dont chaque pointe symbolise un des 5 éléments du savoir. Le corps, l'unité, l'amour, le désir et l'âme. Il n'a pas donné le grade de général à ses bras droits par hasard. Il n'avait pas de conseillers, mais des généraux, comme à l'armée. En plus de ça, il avait trouvé l'idée d'un statut spécifique qu'il a appelé « feu vert ». Un général disposant du statut feu vert avait le pouvoir d'introniser de nouveaux membres sans avoir à demander l'autorisation d'Oji-Mak. Il a donné beaucoup de pouvoir à ses généraux pour gagner des effectifs. Il leur disait « recrute des Bloods. Ils sont sous ton autorité, mais le chef, ça reste moi ». C'est un système similaire à celui de la pègre, avec les capots. Les femmes du gang s'appelaient les Bloodettes. Et je peux vous dire qu'elles savaient être aussi violentes et dangereuses que les hommes. De vraies bagarreuses. Elles sont placées sous l'autorité de la petite amie de J-Mac, Paulette McCartha. Au sein des Bloods, on l'appelle Big Mama. Les Bloodettes se sont spécialisées dans la fraude à la carte de crédit et l'usurpation d'identité. Le passage à tabac n'était pas obligatoire pour elles. Elles pouvaient aussi subir un viol en réunion pour devenir des Bloodettes. Aussi fou que ça puisse paraître, ces gamines voulaient tellement être acceptées qu'elles acceptaient ça. Oji-Mak prêche, croissez et multipliez. Il espère ainsi assurer la pérennité de l'UBN. Il leur demandait de produire de futurs Bloods, qu'il appelait des gouttes rouges. Si vous êtes une Bloodette enceinte, votre futur enfant est automatiquement membre du gang. Le créateur et dirigeant de la Nation Unie des Bloods décide ensuite de monétiser sa création. Il voulait lever des fonds. Pour faire partie des Bloods, en plus des rites d'initiation, il fallait acheter un t-shirt et une casquette à l'effigie des One Eight Tray. C'était presque cocasse. Il a même essayé de se faire une place dans le rap. Il a sorti un DVD de rap. Les morceaux étaient affreux. Il cherchait toujours à se mettre en avant pour vendre l'histoire de son personnage dans les médias. Mais devant ses troupes, il disait toujours « L'important c'est vous, je fais tout ça pour vous ». Sous son règne, le taux de criminalité explose dans le Bronx, puis commence à s'étendre à toute la côte Est. Des groupes de Bloods fleurissent partout, d'abord dans le Maryland, puis la Caroline du Nord, jusqu'en Floride. Les crimes vont de la fraude à la carte de crédit au meurtre. Leurs auteurs prêtent tous allégeance à Oji-Mak. En quelques années, l'UBN avait étendu son influence sur une partie de la côte Est. L'idée qui avait germé dans une cellule de la prison de Rikers avait tellement bien poussé qu'au début des années 2000, on en trouvait des ramifications dans 7 ou 8 États. La violence n'était plus chaotique mais organisée. Et qui dit violence organisée dit profit. Nos services le surveillaient déjà de près. Et quand il s'arrêtait à un coin de rue, son peuple sortait de partout, vêtu de rouge, à grand renfort de mimiques codées. Cette liesse, c'était digne d'un roi. Pour leur couper la tête, il nous fallait le chef. En 1993, une idée avait germé dans la tête d'Omar Porty au fond de sa cellule à Rikers, basée sur la culture des gangs de la côte ouest. Au tournant du XXIe siècle, son idée d'une nation Blood est devenue un monstre tentaculaire. Tout le long de la côte Est, les actes criminels et violents des gangs affiliés se multiplient. Le FBI a commencé à s'intéresser au cas Oji-Mak durant l'été 2000, quand la décision a été prise de traiter l'affaire au niveau fédéral pour activité criminelle en bande organisée. Oji-Mak est un meneur né, doué d'un sens aigu de l'organisation. Et quand un individu rencontre un tel succès grâce à son charisme et son talent, ça suscite l'intérêt des autorités parce qu'elles peuvent le poursuivre pour son rôle de dirigeant. C'était le leader d'une organisation criminelle extrêmement bien hiérarchisée, d'où l'idée de traiter le dossier au niveau fédéral
en recourant au dispositif de loi RICO. Les lois RICO permettent à la justice fédérale de poursuivre les structures dites du crime organisé. Les lois RICO ont été conçues à l'origine pour lutter contre la pègre, et elles ont parfaitement rempli leur fonction. Et je n'avais encore jamais vu leur application contre les gangs de rue. C'était une première pour moi. Avant les lois RICO, lorsqu'un individu commanditait le meurtre d'un autre individu, mais qu'il confiait la commission de ce meurtre, ou de tout autre crime fédéral d'ailleurs, à une tierce personne, il était extrêmement difficile de poursuivre le commanditaire du crime, le véritable initiateur. Les lois RICO ont comblé un vide juridique et offert à la justice les moyens de poursuivre le donneur d'ordre quand ses subalternes commettent un crime à sa demande. Plus les effectifs des Bloods grossissent, plus les autorités ont des opportunités de recruter des informateurs ou de convaincre des criminels déjà dans le viseur de la justice de collaborer. À un moment donné, on avait une trentaine de dossiers individuels sur la table, et il fallait éplucher les casiers judiciaires pour étudier chacun des crimes répertoriés. On en avait tellement à surveiller qu'on tirait presque au sort l'individu à suivre chaque matin. On a passé des heures en filature ou en planque. Les autorités fédérales s'efforcent d'amasser les preuves contre l'UBN afin de poursuivre le gang grâce aux lois RICO. De son côté, le créateur de l'organisation visée tente d'en changer l'image. Dans une interview accordée au New York Times, il a tenté de faire passer l'idée que son mouvement était une émanation moderne des Black Panthers. Mais c'était de la poudre aux yeux, histoire de flatter son narcissisme. Les preuves sont là. O.J. Mack n'est pas un bon samaritain, mais un gangster. L'enquête a démontré que c'est lui qui tirait les ficelles. Personne ne bougeait le petit doigt sans sa bénédiction. Aucun crime ne leur faisait peur, mais les plus fréquents étaient le racket d'autres dealers, les braquages à main armée, les attaques sur automobilistes et le trafic de drogue. Ça allait de l'usage d'armes à feu aux violences avec armes blanches, les mutilations, les agressions, la vente de stupéfiants, surtout du crack. Au printemps 2001, un grand jury prononce dans le secret la mise en examen du leader de l'UBN, O.J. Mack, et de 14 de ses subalternes. 31 chefs d'accusation sont retenus dans le cadre des lois RICO de lutte contre le crime organisé. Leur nombre est un clin d'œil aux 31 commandements qui constituent la Bible de l'organisation. L'objectif était d'interpeller tous les mis en examen en simultané, surtout les suspects principaux. Sans ça, on courait le risque que nos cibles s'évaporent dans la nature à la première arrestation. Il fallait un coup de filet massif. L'opération implique des centaines d'officiers de police et d'agents fédéraux. Comme O.J. Mack ne se déplaçait jamais sans sa garde rapprochée, il fallait impérativement élaborer un stratagème pour éviter que ça ne dégénère en fusillade et en bain de sang. On savait où ils dormaient, où vivaient leurs copines, leurs familles. Mais il était impératif d'avoir O.J. Mack et ses principaux généraux en garde à vue avant les autres. D'où notre idée de passer à l'action le jour de son anniversaire. En 2 ans d'enquête, les fédéraux ont réussi à recruter un informateur au sein de l'organisation. Ils ont demandé à cet informateur de faire en sorte qu'O.J. Mack accepte de sortir de son fief. Notre indique devait l'inviter quelque part où une fête d'anniversaire était organisée en son honneur, avec des filles. Il y aura plein de filles pour toi, de quoi s'amuser, la totale. Notre contact lui a gentiment bourré le mot. O.J. Mack a toujours été un coureur. Alors quand il a appris que des dizaines de filles l'attendaient pour son anniversaire, il a perdu tout bon sens. Adieu sécurité et vigilance. Il a mordu à l'hameçon comme un débutant. Au moins 200 agents l'attendaient de pied ferme pour l'interpeller. Bonsoir. Coup de filet massif des autorités fédérales contre les principaux meneurs de la Nation Blood. 15 membres du gang sont mis en examen, des hommes, mais aussi des femmes, surnommés les Bloodettes. Il est resté de marbre. On sentait qu'il était furieux, mais il a refusé de nous parler. Il nous a laissé faire. C'est un criminel de carrière, un dur.
Il connaissait la prison et n'avait aucune intention de parler à la police. On a essayé d'entamer le dialogue, en vain. Alors on l'a mis en cellule pour qu'il fasse le fanfaron dans son coin. On aurait dit qu'il n'avait pas conscience que c'était la fin pour lui. Le criminel est transféré à Rikers dans l'attente de son procès. Cette fois, il est confiné à l'isolement, à l'écart de prisonniers comme ceux qu'il avait su fédérer quelques années plus tôt. Tous les mis en examen avaient été interpellés et certains avaient choisi de négocier une remise de peine. On passait nos semaines et nos week-ends à préparer les témoins et à incorporer au dossier les dépositions des nouveaux témoins, les gangsters qui acceptaient de témoigner contre Omar Porti. La justice veut juger le fondateur de l'UBN le plus vite possible. Et là, tout mon service a été mis sur l'enquête des attentats du 11 septembre. Tout a été mis en stand-by. La justice fédérale ne rouvre le dossier d'instruction contre O.J. Mack qu'au mois de juin 2002. Pendant qu'on montait le dossier, de plus en plus de gens ont décidé de collaborer. De notre côté, on rassemblait toutes les informations. Les faits, les preuves, les dépositions, les éléments de surveillance électronique, les photographies. Et on a abattu toutes nos cartes. Les jurés vont écouter durant 2 mois l'exposé des éléments du dossier contre Omar Porti, l'homme derrière le mythe nommé O.J. Mack. Je m'efforçais de l'ignorer, mais il passait son temps à rigoler et à blaguer. On aurait vraiment dit qu'il s'en fichait. Puis il s'est énervé et n'a plus cessé de chuchoter à son avocat. Il a besoin de tout contrôler. Ses avocats ont tenté de discréditer l'existence d'une organisation, prétextant que les prévenus étaient simplement des connaissances. Ils voulaient torpiller l'argument du procureur, mais il y avait tellement de preuves accablantes. Le procès dure plus de 2 mois. Et à son terme, Omar Porti est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Usage d'armes à feu, racket et trafic, association de malfaiteurs dans l'intention de commettre un homicide et distribution du crack en bande organisée. Je crois l'avoir entendu crier quelque chose à sa sortie après l'énoncé du verdict comme soit Blood ou Bloods en force. Avant l'énoncé de sa peine, il compare la juge à un médecin à son chevet et l'implore de lui sauver la vie. La sentence est sans appel. 50 ans de prison. Il a quitté la cour en état de choc. Il ne s'attendait pas à ce que la juge lui inflige une peine aussi lourde. C'est un individu extrêmement violent. Il n'a aucun respect pour la vie humaine. Les civils innocents ne comptent pas pour lui. Il a été incarcéré à Florence, dans le Colorado. C'est un pénitencier de haute sécurité où on rassemble les pires criminels des États-Unis. Il est dans son élément là-bas. Il se retrouve derrière les barreaux au beau milieu du pays, entre les Bloods de la côte ouest qu'il avait inspiré et l'UBN, ce monstre qu'il avait créé sur la côte est. Après sa mise en détention, on croisait toujours des voyous qui se revendiquaient Bloods. Mais on n'a plus entendu parler de l'UBN. Je suis retourné dans le quartier entre la 183e rue et Davidson, dans le Bronx. On avait placardé les murs d'affiches avec les portraits de ces criminels, accompagnés d'un texte. Si vous choisissez de vous engager dans ce type d'activité ou de rejoindre cette organisation, vous serez traqué. Et si on vous attrape, on vous mettra en prison, comme O.J. Mack. Et vous finirez vos jours à l'ombre.